Pourquoi est-ce que les Noirs ne consomment pas le Made in Africa, le Buying Black? Pourquoi est-ce que ça a du mal à décoller? Pourquoi est-ce que les Africains en général préfèrent aller consommer ailleurs, notamment sur le continent africain? Il est facile de constater que les Noirs, ce sont les Noirs qui font vivre les commerces des autres nationalités qui sont sur place, hein, généralement. Ce sont les Noirs qui font vivre les restaurants libanais, qui font vivre les restaurants français, japonais, chinois et autres, hein, principalement. Pourquoi? Je pense que la question mérite que l'on s'attarde là-dessus parce que quiconque veut lancer un business quelque part, bien évidemment, doit comprendre le marché dans lequel il veut investir, doit comprendre les tenants et les aboutissants pour bien faire ses stratégies pour pouvoir pénétrer ce marché-là. Et clairement, cette question-là, je la tire de la vidéo qui est parue hier dans laquelle j'expliquais que le consommation africain, notamment en Afrique noire, est un peu difficile. On a tendance à constater que les gens ici, quand tu lances ton business, ils préfèrent aller acheter chez le Français, chez le Libanais, chez d'autres nationalités. Et je voulais donc aborder la thématique dans cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que on a justement ce sentiment-là que nos propres frères n'encouragent pas leurs business locaux? Alors, je pense que la réponse n'est pas facile déjà et qu'il y a bien évidemment deux angles. Il y a le premier angle qui tire ses origines, et ça c'est la réponse que tout le monde connaît déjà. C'est plutôt la deuxième que je veux aborder aujourd'hui parce que celle-là, elle n'est pas souvent assez dite et je pense qu'il faut la dire clairement. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. D'ailleurs, si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle de business, de mindset et comment faire pour faire émerger la communauté noire dans sa globalité. Alors, il y a déjà un premier volet, forcément c'est le volet historique. L'homme noir, parce qu'il a été colonisé, parce qu'il a été esclavagisé pendant des centaines d'années, a développé un complexe d'infériorité vis-à-vis du colon, vis-à-vis du blanc. C'est évident, on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus, mais il est évident qu'aujourd'hui, l'homme noir en général a encore les séquelles de ces 400 années d'esclavage, de ces plus de 100 années de colonisation, qui ont fait qu'aujourd'hui, l'homme noir en général considère que ce qui est blanc est mieux. C'est facile, je veux dire, comme je dis, on n'a pas besoin de beaucoup s'attarder là-dessus. Quand un blanc vient en Afrique, la plupart des femmes veulent être avec lui. Quand un blanc lance un commerce, la plupart des personnes veulent aller acheter dans ce commerce-là. On peut le voir avec les carrefours, que ce soit à Douala, Abidjan ou Dakar, enfin partout. Là où les firmes françaises, anglaises et autres viennent s'installer, tout de suite, on remarque un raz de marée dans ces commerces-là. Aujourd'hui, est-ce que vous savez à combien s'élève le chiffre d'affaires de Carrefour par jour dans un de ces magasins? J'en parlais récemment avec un manager qui a un supermarché et qui me disait que lui, d'après ses estimations, le chiffre d'affaires de Carrefour, les jours où ils ne vendent pas dans une seule de leurs boutiques, s'élève à près de 40 millions de francs. 40 millions de francs, ça fait 60 000 euros? 60 000 euros par jour, le jour où ils ne vendent pas. 60 000 euros d'après les estimations de cet entrepreneur-là. Ce sont des sommes intéressantes, n'est-ce pas? Mais qui fait que Carrefour se retrouve à faire de tels chiffres? Ne pensez pas que c'est la minorité d'expatriés qui a sur place. Non, ce sont les locaux qui achètent là-bas à peu près tout maintenant. Et qui permettent donc à Carrefour et aux autres de gagner pas mal de sous. Et ça, bien évidemment, les multinationales françaises le savent. Elles le savent et elles en profitent de savoir qu'elles ont un terrain dans lequel elles peuvent venir. Et elles ont en plus l'avantage de la couleur de peau, et ainsi de suite. Donc, elles en profitent. Et en termes business, tu ne peux pas le leur reprocher. Voilà. Il y a donc cet aspect colonisation qui joue, forcément. Pour ceux qui se posent la question où est-ce que je suis là, je suis dans mon village maternel. On a enterré pas très loin de là ma mère, ma grand-mère, mon oncle. Et peut-être qu'un jour, c'est ici que je serai enterré. Donc, on est venu pour se recueillir en famille. C'est important. C'est important aussi pour nous de la diaspora et même ceux qui sont dans le pays de souvent faire un tour dans nos campagnes. C'est super important parce que c'est ici aussi que l'on prend le poulpe de la réalité du pays. Ici, on n'est pas avec les bâtiments de la ville, avec les routes toutes goudronnées, toutes tracées. C'est aussi dans ce genre d'endroit-là que l'on reste au contact de la réalité. Beaucoup trop de jeunes aujourd'hui ne visitent jamais leur village, n'y vont jamais, ce qui est dommage. Moi, je ne fais pas un tour au Cameroun sans venir ici. Vraiment, c'est pas possible. Donc, je vous invite vraiment aussi tous, jeunes, moins jeunes, à retourner en campagne. Allez passer du temps dans les villages, allez passer du temps avec votre famille là-bas. Allez-y. Allez-y, allez-y, voyez comment les gens vivent là-bas, ça va vous faire vous rendre compte que les réalités sont vraiment différentes quand on est en ville et quand on est au village. Et la plus grande majorité de la population dans nos pays se trouve en campagne.
clairement. Donc, en réalité, ce que l'on a en ville, comment j'appelle ça? C'est le bout d'un iceberg. Ça cache la réalité et la difficulté de millions de personnes qui vivent en campagne. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'y aller et ça permet de se ressourcer, d'apprendre ici, de discuter avec les anciens et vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre culture, sur votre famille, sur plein d'autres choses. Donc, vous ne perdez quasiment rien à faire ce genre de déplacement-là. En tout cas, moi, je vous le recommande fortement. Donc, pour revenir à mon sujet, je disais que c'est super important, vraiment super important d'être dans la logique de se dire qu'il y a déjà cet avantage-là. Les multinationales occidentales qui viennent dans nos pays bénéficient clairement de cet avantage-là, du fait que les populations, on peut appeler ça une forme d'aliénation, hein, préfèrent ce qui est étranger. D'ailleurs, nos parents, nous-mêmes, véhicule ça, non? Quand tu entends des parents te dire, quand un parent fait quelque chose de bien, il te dit, ah là j'ai fait comme un blanc. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes, malheureusement, dans leur éducation, véhiculent l'idée que ce qui est blanc est bien. On a des expressions du type, c'est le blanc qui est fort. On a des expressions de cette nature-là, quoi. Quand on voit un avion décoller, on dit, oh ça c'est la magie du blanc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique pas de déification, mais voilà, c'est le blanc c'est là et le noir, bon mais voilà, quand quelque chose est mal c'est noir, quand quelque chose est blanc, quand quelque chose est bon c'est blanc. Donc voilà, c'est comme je disais, c'est assez facile, on le vit tous, on le voit tous. Donc il y a cet aspect-là qui joue un grand rôle et pour lequel certains d'entre vous ont commencé déjà à donner dans des commentaires des solutions. Parce qu'il est important que l'on sorte de là. On ne peut pas vouloir se développer, faire de grandes choses avec un peuple aliéné. Clairement, il faut pouvoir éduquer. Et pour ça, il faut utiliser les mêmes armes. Les mêmes armes qui ont été utilisées pour nous mettre dans cet endoctrinement-là, c'est-à-dire les médias, l'éducation. C'est super important que dans nos écoles, on arrête d'utiliser des livres qui sont édités en France, qu'on arrête d'étudier Fernand, Nathan et je ne sais pas trop qui d'autre, qu'en philosophie, on arrête d'étudier Victor Hugo et je ne sais pas trop quel autre philosophe, alors qu'on a d'énormissimes philosophes sur le continent africain, qu'on arrête simplement de calquer notre éducation sur les modèles d'éducation occidentaux. C'est tout. Et que l'on soit fier de nous-mêmes, que l'on retrouve notre propre fierté, que l'on retrouve notre savoir et que l'on soit fier de véhiculer notre savoir. Donc c'est super important. Ce sont les bases. L'éducation, donc l'école joue un rôle, mais les familles, les parents, toi qui es parent aujourd'hui ou qui sera parent demain, joue un très grand rôle dans ça. Qu'est-ce que tu véhicules à ton enfant? Et on peut le voir facilement dans les gens de la diaspora qui passent le temps à critiquer l'Afrique et après ils ne comprennent pas que leurs enfants ne se sentent pas africains, ne veulent pas rentrer. Mais c'est le parent qui y est pour beaucoup. Tu as beaucoup de parents, quand ils parlent d'Afrique à leurs enfants dans la diaspora, on a l'impression qu'ils leur parlent de l'enfer. C'est-à-dire que c'est tellement négatif, c'est tellement méprisant, c'est tellement ridiculisant que même un enfant qui grandit dans une telle ambiance ne peut pas aimer l'Afrique. Ces parents-là ne rentrent jamais en Afrique, ils n'y vont jamais, et quand ils y vont même, c'est pour insulter, maudire, médire de l'Afrique. Donc clairement, dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de conséquent. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose qui va durer, vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de grand. Clairement, hein, moi je préfère le dire. Et vous êtes responsable du dégoût que certains enfants peuvent avoir dans la diaspora de l'Afrique. Parce que vous pensez que vous contribuez à leur montrer que l'Europe est meilleure. Il y a même des parents qui vont plus loin en faisant comprendre à leurs enfants que ah non, il faut que tu épouses un blanc ou une blanche parce que les blancs c'est mieux. Les noirs sont violents, les noirs sont infidèles. Vous avez des clichés comme ça qui ont la peau dure, des Antilles, à la métropole, je sais pas moi, à l'Afrique, même jusqu'aux États-Unis. Vous avez des clichés qui sont vraiment durs sur les Africains que des Africains eux-mêmes véhiculent. Malheureusement. Donc forcément, à force d'avoir cette idée-là, les gens finissent par avoir l'idée de se dire que ce qui est noir est médiocre. Voilà. Si tu veux quelque chose de bien, quelque chose de bon, il faut que tu ailles chez un blanc. Voilà. Donc du coup, même quand un noir fait quelque chose qui semble bien, tout le monde est surpris en se disant, mais attends, il a fait comme un blanc, lui. Comment il a réussi à faire comme un blanc? Donc, vous voyez, il y a cette ambiance-là, cette mentalité de médiocrité qui est assez présente et qui, à mon avis, pose un sérieux problème. Et on ne peut pas s'en sortir avec ça. Mais il y a un deuxième point tout aussi important, et je pense qu'il faut le dire, et qui fait que beaucoup d'Africains, même quand ils veulent, même quand ils ont déjà compris le mindset, même quand ils veulent avancer, même quand ils veulent faire tourner le buying black, support black business, ils ont du mal, c'est la médiocrité des commerces afro. Et ça, il faut le dire clairement. Et là, je parle donc à tous ceux qui sont entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a dans l'esprit de beaucoup d'entrepreneurs la même mentalité mais inversée. C'est-à-dire beaucoup d'entrepreneurs ne cherchent pas l'excellence parce qu'ils se disent que leur communauté n'est pas prête pour l'excellence. Vous avez beaucoup de commerçants qui, quand ils lancent un business dans lequel ils pensent que c'est les gens de la communauté qui vont acheter, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que la communauté achète parce que la communauté est habituée à la médiocrité. Vous pouvez le voir dans beaucoup de restaurants.
que ce soit en Afrique ou en Europe. Vous entrez dans le restaurant et les marques de la médiocrité sont à plusieurs endroits. L'endroit où vous devez laver les mains, c'est pas souvent propre. L'endroit où les assiettes dans lesquelles on vous sert, le service n'est pas forcément impeccable. Les assiettes parfois, tu trouves à redire. Les gens qui viennent te servir, leurs vêtements sont parfois sales. Parfois même certains ont des odeurs voilà, que tu peux sentir. Et ça, que ce soit en Europe ou en Afrique, hein, il y a cette mentalité de se dire, comme c'est fait pour les Africains, on va faire quelque chose de rapide et de vite là. Voilà. Donc du coup, on te bombarde quelque chose de vite fait, pas très bien fait. Et puis voilà, on te dit, bon, voilà ce que le consommateur africain, voilà ce qui est bien pour lui. Tu vois? C'est-à-dire que même le commerçant, même le vendeur, même l'entrepreneur a intégré que ce qui est pour les Noirs doit être de moins bonne qualité. Et je pense que chacun d'entre vous ici qui suit cette vidéo a déjà fait ce constat-là. De se dire que, mais pourquoi est-ce que quand un Français, quand un Libanais vient faire un restaurant, il va dans le meilleur ou les meilleurs quartiers de la ville, d'accord? Et il te tape un truc énormissime, super joli. Quand c'est un Africain, et je dis bien que je suis d'accord que quand c'est un Africain qui n'a pas beaucoup de moyens, qui commence petit, je suis d'accord, mais certains ont les moyens. Certains ont les moyens. Vous allez dans les quartiers que vous voulez. Zone 4, je sais pas moi, prenez les quartiers que vous voulez. J'ai failli dire Marcory. Oui, même Marcory. Prenez les quartiers que vous voulez et regardez. Là, je parle, Marcory, c'est des quartiers à Abidjan, hein, mais vous pouvez prendre les mêmes choses à Douala, à Bastos. Regardez bien et regardez les commerces. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des commerces africains qui sont dans ces endroits-là. Regardez comment les commerces africains sont dans les mêmes endroits que les Libanais sont. Je veux dire, pour venir faire un commerce dans un quartier chic, la personne qui se lance là-dedans a les moyens. Comment se fait, dis donc, que quand il vient lancer un commerce dans la zone où les personnes les plus aisées se trouvent, il trouve quand même le moyen de proposer un produit médiocre? Comment vous expliquez ça? Il trouve quand même le moyen de proposer un produit médiocre. Alors qu'il pourrait clairement, avec les moyens qu'il a, investir et faire quelque chose de waouh, quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui donne une vraie expérience. C'est-à-dire, tu entres dans le restaurant, tu entres dans le glacier, tu entres dans le truc et tu te dis waouh, génial. Et bien cet effet waouh, malheureusement, peu de nos businessmen ont cette logique-là. Peu de nos businessmen sont dans la logique de se dire, il faut que je fasse quelque chose qui va juste impressionner, quoi. Quelque chose qui va donner une expérience énormissime aux gens qui vont arriver là-dedans. Eh ben non. Eh ben non. Généralement, les gens ne le font pas du tout. Or, quand le Libanais, le Français arrive, il te tape quelque chose. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Libanais ne sait pas qu'il est dans un pays pauvre? Vous pensez que le Français ne sait pas que la majorité de la population ne peut pas acheter dans son établissement? Si, mais il ne diminue pas son niveau de standing. Il garde un standing élevé parce que c'est comme ça qu'il voit le business. Et je pense que cette mentalité de l'excellence nous manque parfois dans les business. Je ne dis pas que tous les entrepreneurs sont comme ça, heureusement. Il y a des entrepreneurs dans la communauté qui font des choses extraordinaires. Il y a des entrepreneurs dans la communauté qui atteignent des résultats exceptionnels avec très peu de moyens. Mais la réalité est qu'une grande partie des personnes n'atteignent pas du tout ce type de résultats-là. Malheureusement, clairement, une grande partie des personnes n'atteignent pas ce genre de résultats-là. Et pourquoi ils ne les atteignent pas? Parce qu'ils ne sont pas obsédés par l'excellence. Et donc, mon message ici aux entrepreneurs, simplement, c'est de leur dire, les gars, si vous voulez gagner beaucoup de sous, vous devez vous mettre à niveau. Vous devez vous mettre à niveau des personnes excellentissimes dans votre business. Vous devez vous mettre à niveau en produisant des produits de la meilleure qualité possible, en allant dans les endroits où vous allez faire aussi que les gens aient le sentiment que vous les respectez, que vous créez des expériences exceptionnelles. Ça peut déjà être un premier moyen de combattre aussi la mentalité, justement, parce que le meilleur moyen de combattre, c'est par l'exemple. Plutôt que de dire aux gens, le noir peut faire comme le blanc, le noir peut faire comme le grec ou comme le libanais, fais déjà directement. On n'a pas besoin de dire ça. Fais directement comme lui. Et comme ça, quand on regarde, on se dit waouh. Et plus les entrepreneurs vont aussi faire donc des produits de niveau excellentissime. Et je pense que ça peut être aussi un moyen de combattre l'idée de se dire que, en fait, le noir fait moins bien que le blanc. Voilà, que ce ne soit juste pas en théorie qu'on te raconte ça, ou en te racontant l'histoire de l'Égypte ancienne, parce que c'est bien beau de raconter aux gens l'histoire des pharaons, hein, des trucs qui ont eu lieu il y a 1000 ans, mais si tu ne leur dis pas, si tu ne leur montres pas dans le quotidien que tu peux faire aussi bien que l'autre, eh bien forcément, tu n'as pas l'adhésion. Moi, c'est ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires, je sais que certains ne seront peut-être pas d'accord, mais c'est le but aussi, hein, c'est qu'on se respecte et qu'on échange pour pouvoir apprendre les uns des autres. Je vous lis et je vous dis à très bientôt.